Les lamas, guanacos et alpagas sont des habitants des montagnes d'Amérique du Sud. Ses parents très éloignés des chameaux n'ont ni bosse, ni taille imposante. Pourtant, avec leurs grands yeux intelligents, leurs lèvres charnues et leurs longs cous, ces ongulés semblent quelque peu étrangers. Ils ont l'air d'animaux inoffensifs et tranquilles, d'autant plus que les populations locales ont domestiqué, il y a des siècles, voire des millénaires, certaines espèces de ces herbivores et les ont utilisés à la place des chevaux. Mais ne les sous-estimez pas, ces herbivores sont d'excellents combattants. Lorsque ce puma a attaqué le guanaco, il a immédiatement réalisé à quel point il s'était trompé. Pour un félin, être sur le dos de sa proie, c'est la moitié du chemin à parcourir. Il ne reste plus qu'à tuer la proie, à l'égorger et à le manger. Eh bien, cette fois, avec le début de la bataille contre le lama, les aventures du puma ne font que commencer. L'herbivore semble exploser d'énergie et d'agressivité, et le véritable rodéo commence. Le puma semble choqué par cette évolution. Le guanaco a déclenché un véritable petit tremblement de terre. Il saute d'un côté à l'autre, fait des sauts d'amplitude maximale, des secousses brutales. On dirait qu'il perd délibérément l'équilibre pour le retrouver au dernier moment. Et le puma est balayé un peu plus sur le côté. L'herbivore frappe le puma de nombreuses fois avec son propre corps, battant le prédateur au point qu'il en devient pitoyable. Et ce, pratiquement sans l'aide des sabots. Le puma se rend compte trop tard que s'il craque, un animal aussi agressif ne se contentera pas de s'enfuir, mais le piétinera et lui écrasera le crâne avec ses sabots. Le puma semble maintenant en danger. Il faut lui reconnaître qu'il est aussi un habitant endurci des massifs montagneux. Alors malgré les risques d'après chaque chute écrasante, le puma saute sur le dos de sa victime, encore et encore. Mais l'ongulé est trop fort. Le guanaco repousse le prédateur fatigué et se détache de la poursuite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si le puma parvient à atteindre la trachée de l'ongulé, il tuera une victime 3 fois plus grande que lui. L'essentiel est de le déséquilibrer. Les oiseaux de montagne sont parmi les plus forts et les plus résistants du monde. Ils sont aussi parmi les plus grands. Regardez un aigle de montagne attaquer une chèvre plusieurs fois plus massive. Il s'agit de l'aigle royal, largement considéré comme l'un des oiseaux les plus forts du monde. Il vit si haut dans les montagnes rocheuses qu'il n'y a pratiquement pas d'arbres. Cela permet à l'aigle royal d'utiliser des tactiques de chasse originales. Car ses victimes n'ont pas d'abri naturel. Les oiseaux attaquent leur proie en vol, la renversent d'un coup, mais ne la tuent pas pendant le combat au sol. Ils l'emportent dans le ciel. Pour vaincre un adversaire aussi sérieux qu'un grand ongulé, un oiseau jette sa proie du haut d'une falaise. Ensuite, même si l'ongulé reste en vie, il n'est pas difficile de le tuer. S'il n'est pas possible de le jeter dans l'abîme, l'aigle royal peut poursuivre son attaque au sol. Sa propre force est suffisante pour venir à bout d'un jeune ongulé, même s'il est beaucoup plus lourd. Dans certains cas, l'aigle royal soulève sa proie très haut. Il ne lui reste alors plus qu'à la lâcher, la gravité faisant le reste. Mais si la pente est douce et que la proie est particulièrement lourde, l'oiseau utilise une autre tactique de chasse. Il fait tomber la proie de ses pieds et ils roulent ensemble sur la pente. Prédateur et proie. Au cours de ce processus, la proie subit de nombreuses blessures dues à l'impact avec les rochers, tandis que l'aigle travaille constamment avec ses griffes, frappant sur le dos et la tête, marquant le cou et les pattes. Le coup de l'aigle royal est une combinaison de la puissance d'une attaque percutante et des coups de couteau pénétrants de ses griffes. Il est difficile d'y résister. En raison de l'accélération, la force d'un tel coup est considérablement augmentée et ressemble à une collision avec une petite voiture. Et les griffes ne se contentent pas de saisir plus fort que la mâchoire d'un bulldog, elles provoquent aussi des liaisons aux organes internes. Avec un peu de chance, l'aigle royal peut briser le cou ou la colonne vertébrale de sa victime dès la première attaque. Et même si la victime évite de tels dommages, survit et continue à résister, elle perdra constamment des forces à cause des blessures.
Le bec n'est utilisé que dans la phase finale de la chasse, lorsqu'il ne reste plus qu'à achever la proie vaincue et presque immobilisée. Mais ne croyez pas que cette tactique donne des résultats à 100%. Vous vous êtes déjà assuré que les montagnes sont habitées par des animaux vraiment cool, et les herbivores n'y sont pas aussi timides que dans les plaines. Lorsque cet aigle royal a décidé de renverser et de traîner une chèvre de montagne sur les rochers acérés, il ne s'est pas rendu compte à qui il avait affaire. La chèvre était trop agile. Elle est tombée, mais elle a réussi à utiliser l'inertie du mouvement pour se remettre sur ses pattes. L'aigle royal n'abandonne pas, c'est un combat d'adversaires digne de ce nom. L'immense oiseau se sert de ses ailes comme d'un balancier pour s'imposer à chaque fois. Encore et il a envoyé son adversaire au sol. Ils sont tombés, ont dégringolé, la chèvre a reçu coup sur coup, mais a réussi non seulement à sauver sa vie et ses membres, mais aussi à écraser l'oiseau à plusieurs reprises. Malgré sa taille, l'aigle royal est beaucoup plus léger que la chèvre. À cette vitesse, l'ongulé a failli écraser l'aigle royal à plusieurs reprises. L'oiseau est en état de choc. Tout à l'heure, il était au sommet en train de griffer le dos de l'ennemi et soudain, il lui tombe dessus, l'écrase de toute sa carcasse, puis le retourne et lui cogne la tête contre un rocher. Elle n'a pas tenu longtemps, mais la chèvre est sauvée par sa ruse. Il a bien calculé le moment, il a laissé l'aigle royal s'élever au-dessus de lui pour pouvoir, lors du prochain saut périlleux, frapper la tête de l'oiseau sur le rocher et l'y appuyer à nouveau avec son propre corps. Étonnamment, l'aigle royal semble indemne. La proie s'est échappée. Je n'aurais jamais dû me frotter un bouquetin aussi agile et courageux, dit-il. Mais l'oiseau de montagne a également réussi à garder. Vous êtes impressionné par la puissance et l'envergure de l'aigle royal? Alors cet oiseau des montagnes va vous choquer encore plus. Le condor des Andes est le plus grand oiseau volant du monde moderne. L'envergure de ce monstre à plumes est de plus de 3,2 mètres. Pour un oiseau à plumes qui est vraiment doué pour le vol, c'est un record absolu. Il existe dans le monde des rues plus étroites que l'envergure du condor. L'ombre des ailes de cet oiseau peut même couvrir une voiture. Lorsque le condor est au sol, sa tête est à peu près la même taille que celle d'un être humain. En même temps, le condor des Andes est aussi l'oiseau le plus lourd qui puisse rester longtemps en l'air. Si certains cygnes et certains outardes sont plus lourds, ils ne sont pas très doués pour le vol. Le condor des Andes, quant à lui, passe la majeure partie de sa vie dans les airs. Pour économiser de l'énergie, il planifie plus souvent qu'il ne bouge activement ses ailes pour la locomotion. La forme des ailes pour la planification est idéale. Large, puissante, droite, avec une silhouette en expansion et de grandes plumes. De telles ailes captent parfaitement les courants d'air. Le condor peut passer des heures sans battre des ailes, car il perçoit très bien le vent. En revanche, sa masse énorme et ses ailes puissantes mais aérodynamiques le privent de vitesse. Il n'a cependant pas besoin de se déplacer rapidement. Le condor se nourrit généralement de charognes qu'il recherche lors de ses longs voyages dans les Andes. L'aigle royal se perd un peu à côté du condor, n'est-ce pas? Mais le condor n'est pas seulement un charognard. Cet oiseau est un grand combattant. Trop lourd pour une chasse active, il se bat souvent avec des prédateurs terrestres pour leur prendre leur proie. Tu vois ce géant? C'est le poussin du condor. Un condor est connu pour attaquer un puma et lui prendre son repas tout juste attrapé. Il faut reconnaître qu'attaquer un puma pour lui prendre sa proie relève de l'exploit. Même les ours n'osent pas le faire. Mais le condor s'en fout. Lorsque ses ailes recouvrent la vallée, les animaux n'ont d'autre choix que de se disperser dans différentes directions. Lorsque les photos de ce félin jusqu'alors peu connu se sont multipliées sur Internet, elles ont suscité un véritable engouement. N'est-il pas mignon? De la taille d'un chat domestique, mais très duveteux, à poils longs, avec de grandes oreilles, des yeux expressifs et curieux et des pattes dures et musclées avec de grands coussinets nus qui se tiennent au-dessus du sol comme s'il s'agissait d'un corps arrondi.
Des théories ont vu le jour, selon lesquelles il s'agissait d'une nouvelle race de chat domestique. Mais il est devenu évident qu'il ne s'agit pas d'un animal de compagnie, mais d'un chat ninja, qui chasse à l'état sauvage. Et il ne faut pas sous-estimer ce monstre. Vous avez devant vous l'un des représentants les plus sanguinaires, les plus cruels et les plus forts des petits chats. Et bien qu'il chasse généralement de petites proies comme les rongeurs, son expérience du combat ferait l'envie d'un vétéran de la MMA. Tout cela est dû à son comportement spécifique. Le chat de Pallas ne recule presque jamais devant le danger et préfère un combat loyal à l'affût. Bien que le chat de Pallas n'aime pas être le premier à se battre avec un adversaire plus grand que lui, en cas de danger, il ne s'enfuit pas, mais se camoufle. Sa longue fourrure rend le chat de Pallas presque invisible dans les rochers, entouré de pierres, de corniches et de sable gris. Ainsi, un ennemi se trouve à proximité, le chat de Pallas s'arrête. Mais seulement si l'ennemi est attentif et remarque le chat, celui-ci ne s'enfuit pas. Il se bat. Les informations sur lesquelles est une race de chat domestique sont donc erronées. L'agressivité, le manque de sociabilité et le repli sur soi de ce chat en font un animal tout à fait inadapté à la vie domestique. Le manoul n'est... Les tactiques du combat d'un chat sont particulières. Si beaucoup d'autres prédateurs font tout pour protéger leur ventre, le manoul fait l'inverse. Il se couche directement sur le dos. Mais il ne s'agit pas d'une manœuvre astucieuse, tout est plus simple. Dans cette position, le chat de Pallas peut se battre avec ses 4 pattes en même temps. L'ennemi regrettera de s'être frotté à ce chat des montagnes. Manoul utilise ses griffes et déchire littéralement l'ennemi. Pas d'esquive, d'astuce ou de manœuvre élégante, seule la souffrance attend l'ennemi. Si les griffes du Pallas s'énervent, il voudra infliger un maximum de douleur à l'ennemi. Les griffes de Pallas ne peuvent pas infliger de dégâts mortels aux ennemis de grande taille, mais les dégâts infligés aux tissus mous, aux muscles et aux ouvertures de la peau épuiseront et feront refroidir l'ardeur de tout ennemi. En même temps, le Pallas semble ne pas savoir quand s'arrêter. Si l'ennemi est prêt à battre en retraite, cela ne fait qu'encourager le chat qui, il y a quelques minutes, ne faisait que se défendre. Le manoul écrasera l'ennemi, le poussant à une fuite panique, et ajoutera également des crocs à son arsenal. En termes de rage, le ratel peuvent se comparer à un manoul. Mais qui sait, peut-être ces voleurs ont-ils la chance que leur habitat ne coïncide pas avec le lieu où vit le manoul.